Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Tisné, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et puis leadership. Ce podcast, d'où ça vient? En fait, avec Clément Trinquart et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court en audio pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages et puis surtout leurs best practices qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leader, le podcast, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Atomic Leaders. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un que je connais depuis longtemps qui s'appelle Serge Schein. Salut Serge. Salut Romain, ravi d'être là. Merci beaucoup Serge. On en parlait justement juste avant en train de préparer un petit peu l'épisode et je disais, moi Serge, je t'ai connu il y a 15 ans, 10-15 ans. Ouais, un peu plus que ça. Ouais, j'étais un jeune consultant en recrutement, on s'est croisés chez Michael Page et à l'époque, je me rappelle m'être dit, tiens, c'est intéressant parce que Serge, il avait une approche du management et du leadership qui était assez structurée et structurante sur des grandes directions. Et je me suis souvenu de ça et donc ça m'a donné envie d'en discuter avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non, mais écoute, merci à toi pour l'invitation. Et puis c'est effectivement un sujet extrêmement vaste. Alors on va aller dans le détail de plein de choses, mais déjà à l'époque, quand on s'est connus, donc comme tu dis, c'était 2009. Et ouais, j'avais des convictions. Je pense que j'en ai encore aujourd'hui, mais elles ont évolué, elles ont changé au gré du parcours, au gré des rencontres, au gré des postes. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du leadership, c'est que les choses évoluent, même si il y a toujours une trame, je pense, qui reste de fond, mais les choses changent peut-être. Donc on va parler de tout ça. En fait, ça m'intéresserait peut-être de commencer. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, parce que tu parles de ton parcours, c'est peut-être que tu nous expliques comment tu es devenu le leader que tu es aujourd'hui. Puis peut-être qu'on va structurer un peu les grandes convictions que tu as autour de ça au fur et à mesure. Donne juste quelques règles de base sur le podcast. Ça va durer à peu près une quarantaine de minutes, 45 minutes. Si on déborde, c'est pas très grave. Tu parles en ton nom et pas celui de ta société. Donc ça, c'est vraiment super important. Et l'idée, c'est d'essayer de donner un maximum d'input que des gens qui nous écoutent pourraient travailler avec leurs équipes ou prendre comme tips pour avancer vers eux. On essaie d'apporter un maximum de valeur là-dessus. Donc, si t'es partant, on peut démarrer avec ton parcours. Ça te va? Eh ben écoute, super. Allez. Allons-y. Donc, moi, j'ai commencé en fait à gérer des équipes il y a un peu avant qu'on se rencontre, 2-3 ans avant. C'est là où vraiment on peut dire, c'était pas une histoire de 2 personnes, mais ça commençait avec des petites équipes de 3-4 personnes. Et puis c'est là où j'ai découvert le management, c'est là où j'ai découvert ce que c'était que de pas faire les choses tout seul, ce que c'était que de devoir de temps en temps déléguer, et puis surtout de prendre en compte des avis qui étaient différents du mien, de prendre en compte des approches qui étaient différentes de la mienne, de prendre en compte et de comprendre surtout que la vérité, c'est un concept parfois assez mouvant. Ouais. Et je pense que quand on est jeune manager, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, en tout cas que moi, j'ai peut-être eu du mal à appréhender au départ, c'est de se dire, mais en fait, on arrive avec des convictions très fortes sur certains sujets, on arrive avec des idées et puis on se dit, c'est ça la bonne chose à faire, c'est là-dessus qu'il faut avancer, c'est comme ça que ça doit être fait. Et puis, on se rend assez vite compte que quand on en parle, quand on discute et quand on a en tout cas cette ouverture, je pense que c'est vraiment une qualité fondamentale, c'est l'ouverture et l'écoute. L'écoute chez un leader et chez un manager, pour moi, c'est vraiment quelque chose de critique. Il y a des choses intéressantes à prendre à droite, à gauche, il y a des approches, tiens, j'avais pas pensé à ça, tiens, on n'avait pas vu ça comme ça. Et c'est cette fameuse règle, tu vois, que de plusieurs cerveaux, tu sors toujours plus de choses que d'un seul. Et très vite, j'ai commencé à avoir cette conscience-là de me dire, mais en fait, le leadership, c'est tout sauf un truc solo, quoi. Le leadership, c'est avant tout la capacité de travailler en équipe. Alors, je dis ça et en même temps, quelque chose que j'ai découvert plus sur le tard, je dis le leadership, c'est pas quelque chose de solo. Ça commence en fait avec quelque chose de solo. Parce qu'il y a une chose dont je me suis rendu compte au travers de ces années, c'est que être capable de gérer des gens, ça commence par être capable de gérer soi-même. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à un peu oublier en tant que leader, quand on gère des équipes, et plus les équipes sont grosses, et plus les responsabilités sont importantes, et plus le scope s'élargit,
plus on se focus sur justement les autres, les équipes, les tâches à accomplir, les objectifs, etc. Et on a tendance parfois un peu s'oublier en tant que leader. Et je pense que, je suis convaincu aujourd'hui du fait que quand ces responsabilités deviennent vraiment importantes, la première chose à faire, c'est de prendre soin de soi. Comment tu fais ça, toi, pour toi-même? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai toujours été assez passionné par le fonctionnement du cerveau et je me suis formé sur les neurosciences appliquées au management parce que je pensais qu'il y avait vraiment un truc fondamental. Peut-être pas une clé, peut-être pas le fameux silver bullet du leadership, mais en tout cas, on pouvait comprendre plein de choses et on pouvait expliquer plein de choses. Et en étudiant un peu les neurosciences, tu te rends compte que, comme souvent, la sagesse populaire, elle dit des choses qui sont vraies. Quand on dit, justement, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, en fait, il y a des raisons derrière neuroscientifiques pour lesquelles, quand tu confrontes des idées et que tu confrontes des gens avec des opinions différentes et des approches différentes, il y a une amélioration de l'output. Pourquoi on dit, tiens, c'est marrant, mais quand je marche, j'ai des discussions en marchant, j'ai plus d'idées que quand je suis assis tout seul à mon bureau. C'est très clair. Parce que le cerveau a besoin d'oxygénation et plus le cerveau est oxygéné, mieux il fonctionne. Il y a plein de choses comme ça. L'alimentation, le sommeil est fondamental. Ouais. Moi, j'ai travaillé avec des leaders, on en parlait tout à l'heure, on en citait un, qui me disait moi, je dors 5 heures par nuit et ça me va très bien. Et moi, j'étais à l'époque admiratif de ça. Je me disais, mais c'est incroyable, dormir 5 heures par nuit, il doit être capable d'abattre un boulot colossal. En fait, dormir 5 heures par nuit quand on est leader, c'est une énorme erreur. Tu traques ton sommeil, toi? Ouais, absolument, je traque mon sommeil et je traque la qualité de mon sommeil parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est probablement une des variables les plus importantes dans ta capacité à performer en tant que leader. Voilà, exactement. Tu vois, avec un petit Whoop bracelet ou un que tu truc comme montes. ça. Ouais. Exactement. Je l'ai pas là sur moi, mais je le fais parce que je le porte pas toute la journée, seulement la nuit. Mais ouais, c'est fondamental parce que tu as besoin de ce moment de récupération pour processer les informations, pour faire en sorte que tout ce que tu vas emmagasiner, on vit dans une société ultra connectée où aujourd'hui tu reçois 50 000 mails par jour, il se passe plein de trucs. Ton cerveau a besoin de processer tout ça. Et le seul moment qu'il a pour le faire, c'est ce moment où tu dors. Donc voilà, pour revenir à ce qu'on disait et sur le leadership, prendre soin de soi en tant que leader, c'est vraiment fondamental. Et ça commence par là. C'est-à-dire que tu ne peux pas être effectif, efficace en tant que leader si jamais tu fais pas attention à toi, à ton hygiène de vie, à ce que tu es, comment tu te comportes. Ça, tu l'as découvert au fil de l'eau, donc du coup, quand tu as commencé à prendre des équipes plus importantes. Ouais, et puis je vais être très honnête avec toi, en vieillissant aussi. C'est vrai, parce que voilà, ton corps réagit différemment. Moi, je voyage beaucoup, je suis très souvent en décalage horaire, donc j'ai été obligé de m'ajuster à ça. Et décalage horaire, et je pars sur des petites durées, donc en fait, il faut vraiment, et tu dois être performant la journée, parce que tu es là parce quelques jours, il faut avoir un impact, il faut que les gens... Et le temps des gens est important, le temps de tes équipes est important. Tu n'y vas pas pour faire du présentiel ou pour... ou autre chose, tu y vas vraiment pour avoir un impact, pour qu'eux sentent qu'il y a un impact, parce qu'ils sont aussi en demande de choses, et donc tu dois être prêt. Et pour être prêt, il faut faire attention à tout ça. Le business athlète, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a une discipline, en tout cas, à avoir qui est vraiment importante et qui est quelque chose que je me suis imposé depuis quelques années et qui fonctionne bien. Et tu vois vraiment la différence. Ok. Donc, il y a un premier pilier des convictions que tu as développées sur, finalement, prendre soin du leader pour qu'il puisse prendre soin des autres. Exactement. D'une certaine façon. Donc, ça, c'est la première conviction. Après, il y a peut-être un aspect que moi, qui m'intéresserait aussi de développer avec toi, c'est la partie progression, c'est-à-dire que tu as des périmètres qui ont augmenté de façon assez importante entre le moment où on s'est connus et maintenant. Et puis côté aussi multiculturel, parce que tu es quand même allé à différents endroits, que tu bosses avec des gens un peu partout. Qu'est-ce que tu as pu développer comme conviction sur ces sujets-là, toi? C'est une très bonne question. Alors l'évolution, je pense que l'évolution de périmètre, est-ce que ça a produit chez moi sur ma manière de gérer les gens, c'est quelque chose, je pense, qui va être un peu en fil rouge de cette conversation. On va en parler parce qu'il n'y a pas d'étape claire, dire tiens, ce jour-là, il s'est passé ça, etc. Mais ça a été vraiment les rencontres avec les gens, les équipes que j'ai eu à gérer, les conflits qu'il y a eu dans ces équipes qui m'ont amené à revoir les choses, à revoir ma manière d'aborder les sujets. Je pense qu'un des chocs les plus importants pour moi, c'était le choc culturel de ma vie en Asie. Parce que ce jour-là, tu es obligé de
faire un reset complet, en fait, de tes repères culturels. Et ça a été dur. Il m'a fallu quelques mois vraiment pour comprendre que c'était nécessaire déjà d'une, parce que j'arrivais aussi, encore une fois, avec mes convictions, avec mon passé, avec mon expérience, comme chacun le fait quand il prend des équipes. Et l'Asie m'a très vite fait comprendre que c'était très bien tout ça, mais que il y avait un monde derrière le monde, enfin derrière mon monde, et que si jamais je voulais avoir une chance d'être successful là-bas, il fallait vraiment que j'abandonne, que je réapprenne à apprendre. Ouais. Ça, c'est un autre point. Quand tu parles des piliers de conviction, la volonté, la capacité et surtout l'ouverture à être constamment dans l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est important en tant que leader. Il lisait il n'y a pas très longtemps un article et il y avait une citation de Satya Nadella que j'ai retenue. Enfin, je dis pas très longtemps, c'est il y a quelques mois, mais que j'ai retenue parce qu'en fait, elle verbalise très très bien la manière dont on voit les choses. Ce qu'il a voulu faire quand il est arrivé chez Microsoft et qu'il a pris son poste, c'est passé, il le dit dans l'article, c'est passé d'une situation de know it all à une situation de learn it all. Vous voulez que les leaders passent de cette situation où un leader en fait doit être considéré comme quelqu'un qui a les réponses, à mais en fait on a toujours à apprendre et il faut être dans ce continuous learning, dans ce schéma d'apprentissage perpétuel pour avancer. Et ça, je pense que quand tu grandis dans ton rôle de leader, c'est quelque chose que tu découvres assez vite, c'est que t'es pas là pour avoir toutes tes réponses à toutes les questions tout le temps. Et même si c'est la pression que tu te mets au départ, parce que je pense que n'importe quel manager au départ, quand il prend ses premières équipes, parce qu'il y a besoin de bâtir une crédibilité, parce qu'il y a besoin de tous ces éléments-là, parce qu'on n'est pas forcément très confortable au départ. On se dit, tiens, ok, premier rôle de manager, qu'est-ce que les gens attendent de moi, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je dois leur apporter des réponses. Donc, je dois savoir. Mais la réalité, c'est pas ce qu'on demande aux gens. Ce qu'on demande aux gens, en fait, c'est d'être capable d'emmener des équipes, de dégager des visions, des perspectives, de motiver et d'engager les gens sur un objectif commun. C'est ça qui fait l'efficacité d'un leader. Et ça, on le découvre au fil du temps parce que on s'épuise à vouloir avoir tout le temps toutes les réponses à tout. Et en plus, encore une fois, en étant tout seul, on n'a pas toutes les réponses à tout et on a souvent d'ailleurs pas les bonnes réponses. Ouais, en fait, ce que moi j'ai pas mal perçu de ce côté-là, c'est que en fait, au départ, il y a une différence entre choisir et décider, puisque choisir, tu sais avant d'agir, et décider, t'agis avant de savoir, quoi. Et au début, chez les jeunes managers de proximité, ils ont l'impression qu'il va y avoir des choix. C'est-à-dire qu'en fait, on va y aller à droite ou à gauche. Et en fait, j'ai l'impression, c'est ce qui résonne un peu quand tu parles, c'est que plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, c'est pas une histoire de choix, c'est une histoire de décision. C'est-à-dire qu'en fait, le truc est infini et qu'en fait, on n'aura jamais toute la data pour prendre la bonne décision au moment où on décide. Et donc, ça m'amène la question qui est, toi, quand tu dois prendre des décisions qui sont un peu impactantes pour les gens, individuellement, collectivement, ou pour des choses, plutôt sur le volet managérial, parce qu'il y a le volet business qui est encore autre chose. Comment tu décides quand tu sais pas, en fait, quand tu es justement dans ce genre d'environnement, c'est quoi ton processus à toi? Alors, c'est une bonne question. Parce qu'il y a souvent tu dois souvent prendre des décisions sur des sujets que tu maîtrises pas à 100%. Moi, la manière dont je fais les choses, c'est que, alors j'aime beaucoup avoir de la data. J'aime beaucoup avoir de l'information parce que c'est ce qui tu dois faire. Quelle que soit ta décision, elle doit être informée. Faut pas dire que encore une fois, que tu maîtrises pas tout à 100%, mais elle doit être informée. Donc ça, c'est la première étape. Et ça se fait en fonction de la décision et du champ d'application de cette décision, mais en se documentant, en écoutant les gens, en discutant avec les gens, en prenant de l'input. Ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, c'est utiliser des proxys. Et c'est une combinaison de tout ça. Utiliser des proxys, c'est dans ta carrière, dans ta vie d'ailleurs aussi, pas forcément que dans le domaine professionnel, mais tu as eu à prendre des décisions parfois sur des choses que tu connaissais pas. Et il y a toujours des similarités, il y a toujours des choses qui se recoupent, il y a toujours des choses dont tu peux te servir. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est, alors je sais pas comment on peut l'appeler, si c'est l'instinct, les Anglais disent le gut feeling, voilà. Il y a des choses, tu as une petite voix intérieure qui est toujours là, qui est une petite musique. Exactement, qu'on peut appeler l'intuition. Et ça, je pense qu'il faut pas le discarder parce que d'ailleurs, en neurosciences, c'est intéressant, mais l'intuition, en fait, c'est une combinaison d'énormément de facteurs. C'est pas quelque chose de magique. Il y a vraiment énormément de facteurs qui provoquent l'intuition. Donc, il faut utiliser moi, j'utilise ces trois éléments-là et je prends une décision tout en étant toujours bien conscient du fait que je peux faire des erreurs. Et l'erreur, c'est quelque chose que j'ai aussi apprivoisé avec le temps en tant que leader.
c'est quelque chose qui au départ est très effrayant et très se met énormément de contraintes à ne pas vouloir en faire. Et on se libère, plus on grandit dans le leadership, plus on se libère de ça, parce qu'on se rend compte que l'erreur, c'est en fait une opportunité extraordinaire. Ouais, d'apprentissage, effectivement. Mais oui, ça vient avec un certain niveau d'autorité et de légitimité. Et quand je dis autorité, c'est pas de pouvoir, hein, mais c'est plutôt effectivement cette autorité naturelle à aller monter un petit peu là-dessus. Ok. Et c'est quelque chose qu'on doit. Enfin, moi, je prends vraiment à cœur de transmettre aux équipes aujourd'hui, c'est-à-dire que mes équipes savent qu'elles ont le droit de faire des erreurs. Elles n'ont pas le devoir, faut pas non plus exagérer, mais elles ont le droit de faire des erreurs et c'est pas grave. À partir du moment où effectivement personne va en prison et qu'il n'y a pas de vie humaine, oui, bien sûr. C'est pas grave. C'est même plutôt ça. Parce que tout le monde peut bénéficier de ça. À partir du moment où c'est quelque chose qui est acté dans l'environnement dans lequel on travaille, dans mes équipes, comme c'est OK. Je pense que ça, c'est vraiment important, avoir cette liberté d'expérimentation, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance. Mais c'est quelque chose qui m'est très cher. Ouais, il y a un invité du podcast, pour faire un parallèle, qui avait dit une erreur non nommée est une invitation latente à la médiocrité. Et donc, il disait, moi, je veux que les gens puissent m'en parler, parce qu'en fait, je veux qu'on puisse se parler de toutes les erreurs qu'on fait. Et donc, pour ça, la contrepartie, c'est que tu dois offrir un espace sécurisé pour pouvoir l'adresser comme un apprentissage, quoi. Voilà. Mais par contre, effectivement, de capitaliser là-dessus et de pas. Enfin, le plus grave, c'est de le mettre sous le tapis et de pas avancer avec, quoi. Ouais, puis une erreur faite une fois, c'est une erreur. À partir de 2 fois, c'est plus une erreur. C'est une volonté. Ouais. En tout cas, il y a une question d'attention qui est très claire. Ok. En ce moment. Je reviens juste. Vas-y, bien sûr. Je reviens juste sur la partie du choc culturel en Asie. Une autre chose que j'ai découverte là-bas et qui a été assez révélatrice pour moi, c'est le fait que la confiance dans une équipe, ça ne se gagne pas. Ouais. Ça se donne dès le départ. Okay. C'est-à-dire que quand je décide de travailler avec des gens, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, quand tu décides de travailler avec des gens en règle générale, tu leur fais confiance. Si tu leur fais pas confiance, faut pas bosser avec eux. Et pareil, en étant jeune manager, étant jeune leader, je me dis souvent, la confiance, ça doit se gagner, c'est quelque chose. Non, la confiance, elle s'établit, elle se décide au départ. Elle se garde, bien entendu. Ouais. Mais elle se décide au départ. Et ça, c'est quelque chose qui met aussi les équipes à l'aise en disant, OK, on a cette délégation, entre guillemets, de confiance, on a la capacité, on a notre manager, notre leader, la personne avec qui on travaille, qui nous fait confiance. Et ça donne une... En termes d'engagement pour les équipes, c'est aussi quelque chose de très important. Ouais, c'est ça. Pour un collectif puissant, ouais, c'est un mix de permission et de protection, quoi. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est l'idée que dans ton parcours, tu aies changé d'idée sur le fait. En fait, ce que je comprends, c'est que tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était plus simple de donner sa confiance et de réparer quelque chose si quelqu'un ne la gardait pas, que de passer du temps à chercher comment eux vont la gagner, et donc c'était moins efficace pour la filer à terme. C'est ça que tu dis, hein ? Exactement. Le cost-benefit, c'était différent, quoi. Ah ben il est bien moins important sur le fait de la gagner que sur le fait de la donner. Ouais, je vois bien ce point, effectivement, dans le protocole des permissions que tu peux donner. La question qui m'est venue tout à l'heure, c'est aussi, toi, tu as eu des rôles qui étaient des rôles très... on va dire business unit opérationnel, et puis des rôles plus dotted line. Et de plus en plus maintenant dans les entreprises, on a ces espèces de rôles de leadership un peu hybrides, avec du vertical où je te fais ton évaluation annuelle, et puis à côté de ça, ou à la place, des gens qu'on va plutôt animer dans une logique dotted line. Toi, comment tu t'es ajusté sur ces modèles-là ? Qu'est-ce que tu retiens de ces deux modes-là ? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères ? Tu vois, quoi ton feedback par rapport à ça ? C'est une très bonne question parce que, en fait, je pense qu'il n'y a pas de modèle. En fait, je pense que c'est la même chose. C'est juste des facettes différentes de la même chose. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu gères des gens en direct, il y a évidemment la facilité du contrôle, si je peux appeler ça comme ça. Parce que tu as une responsabilité hiérarchique et que, de fait, tu as un contrôle immédiat sur ce qui se passe, sur le pourquoi, du comment, etc. Ou en tout cas, tu as une responsabilité immédiate et que tu peux gérer.
Quand tu passes sur du management indirect ou même de l'influence, parce qu'il y a énormément, plus tu grandis dans les structures corporate, plus tu es soumis à différentes sphères d'influence dans lesquelles tu dois intervenir, dans lesquelles tu dois interagir. Il y a effectivement d'autres leviers qui sont mis en route et avec lesquels tu dois travailler, mais ça reste du leadership. En fait, l'objectif fondamental, ça reste d'engager les gens sur une vision commune. Et donc, c'est la même chose. C'est juste les manières de faire qui sont différentes, les leviers que tu vas utiliser qui vont être différents, mais l'objectif reste le même. Et tu comprends assez vite que le leadership, c'est pas du consensus, c'est de l'alignement. Okay. On parlait de décision tout à l'heure, c'est vraiment important. C'est pas le fait d'être un leader, c'est pas le fait d'être populaire, c'est le fait de faire en sorte que les gens soient engagés, encore une fois, vers cet objectif commun. C'est pas le fait on dit souvent, on en a parlé d'ailleurs au départ, le travail d'équipe, c'est fondamental, c'est au travers de ça que le succès se crée, mais il n'empêche qu'un leader, à un moment, il se retrouve aussi tout seul à devoir prendre des décisions. Tu m'as posé la question sur les décisions sur lesquelles on n'est pas forcément un expert, ben voilà, il y a des fois où tu vas être obligé de prendre ces décisions, et il faut que quelqu'un prenne ces décisions, parce que au bout du bout, il faut qu'il y ait une action qui suive. Et donc, c'est cet équilibre entre ces différents éléments qui est important pour pouvoir naviguer les sociétés matricielles, l'influence versus le contrôle, versus tout ça. Mais pour moi, ce ne sont que des facettes différentes d'une même... Quand tu parles de levier pour la partie influence, du coup, quelqu'un qui aurait un rôle, tu vois, là, en ce moment, moi, nous, on accompagne beaucoup de sociétés dans lesquelles il y a des personnes qui sont en charge de la data ou des thèmes comme ça, tu sais, qui sont un peu transversaux et qui doivent engager des communautés ou d'autres ces trucs. En plus, on ne sait même pas de quoi on parle exactement toujours. Enfin, je veux dire, à ce stade-là, ils sont quand même un peu sur Mars, hein, déjà. C'est quoi les leviers d'influence qu'une personne qui prend un rôle comme celle-là, elle peut activer ou sur lesquels elle peut travailler pour essayer de faire avancer son sujet dans la logique que tu décris? Enfin, comment tu t'y prendrais, toi? Je pense que le levier principal, c'est toujours le fameux acronyme anglais, c'est We Firm, What's in it for me? Ok. Ça, c'est le levier principal parce que c'est ce qui, en tout cas, c'est le chemin le plus court, disons, vers ce levier-là. Vers l'action, vers l'engagement. Donc la value proposition pour tes membres, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quel est l'impact? Quel est mon bénéfice? Et qu'est-ce que j'en retire? Et comment ça aide à faire avancer aussi mon agenda? Parce qu'en fait, tout le monde a un agenda. Et quand tu arrives à avoir une idée un peu claire de cet agenda, et quand je parle d'agenda, c'est pas forcément l'agenda personnel caché, etc. C'est son agenda corporate, son agenda de carrière. Les objectifs. Exactement. Et quand tu arrives à avoir une petite idée de ça, c'est plus facile d'aller appuyer sur les boutons qui déclenchent des choses, des centres, enfin, qui déclenchent de l'intérêt vis-à-vis de ces sphères de stakeholders et qui disent ah ouais tiens ça c'est intéressant parce qu'effectivement moi ça pourrait me permettre d'eux, puis ça permettrait à l'équipe d'eux, et puis chacun en a des différents, mais ça fait partie des choses qu'il faut connaître. Ok. Ouais, donc finalement, d'aller au contact de ces agendas pour voir comment tu arrives à les faire matcher avec une value proposition sur ton thème. Ou en tout cas en partie. Ouais, en partie là-dessus. T'as évolué dans différents environnements avec pas mal de leaders que tu as eu toi-même. Est-ce que tu arrives à identifier quelques leaders un peu plus spécifiques qui t'ont apporté des choses ou peut-être qui t'ont donné des choses que tu réutilises ou que tu t'es réapproprié maintenant ou pendant ton parcours? Ouais, bien sûr. J'ai eu la chance de travailler avec des gens. Il y a deux choses. Il y a vraiment deux univers, on va dire. Il y a l'univers des gens aspirationnels que tu regardes, que tu lis, que tu écoutes, qui sont aussi une source d'enrichissement hyper importante, mais que tu choisis. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, tu me diras, tu choisis aussi ton leader. On choisit un leader, on quitte. Il y en a un que tu choisis à la FNAC, il y en a un, ça prend un peu plus de temps quand même. C'est ça. Et ceux avec lesquels tu as bossé. Moi, j'ai eu la chance de bosser quand même avec quelques leaders vraiment charismatiques qui m'ont marqué. Et il y en a un, si je dois en citer un, il y en a un qui me revient, c'est l'ancien CEO du groupe Adecco, Patrick de Messner, qui était, et qui est toujours d'ailleurs, mais qui ne travaille plus pour le groupe, mais qui est vraiment quelqu'un d'inspirant. Okay. Je pense que ça, c'est vraiment une qualité fondamentale de leader, être inspirant, être capable de... En fait, et pareil, c'est une explication neuroscientifique, mais quand tu es capable d'appeler
des choses qui rentrent dans l'émotionnel, tu peux emmener des gens sur des terrains que tu n'avais même pas identifiés comme étant possibles. Ok. C'est vraiment fascinant la puissance de l'émotion. Ok. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec lui parce que c'était quelqu'un qui, quand il était sur scène, tu sais, on a toujours dans les corporates, on a toujours ces grands rounds de fin d'année, etc. Voilà, puis non, pas vraiment les trucs où il t'emmène les 300 leaders de la boîte, voilà, puis tu passes 3 jours ensemble et tout. Et le CEO, évidemment, a une place centrale dans ces événements-là. Et lui avait vraiment occupé l'espace d'une manière très particulière, mais surtout, il avait une authenticité. Il dégageait une authenticité et une capacité à fédérer autour des émotions qui était folle. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté parce que en tout cas, ça résonne très, très fort chez moi. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est dingue quand même que ça résonne aussi fort. Et quand j'ai commencé à bosser un peu sur les neurosciences, je me suis rendu compte qu'il y avait des justifications scientifiques à ça, des raisons scientifiques vraiment, vraiment très, très fortes. Et que ça fonctionne chez tout le monde. On va dire chez 99,99% des gens. Tu as cette... En Suisse, hein, c'est ça, c'est le 90 ouais, Suisse. c'est ça, c'est le 90 Suisse. Mais c'est bon, s'il y a des Belges qui nous écoutent, tu vois, comme ça, on est on fait un podcast inclusif pour Exactement. nos amis belges aussi. Non, ok, très clair. Et alors, du coup, j'ai la question qui m'est venue, c'est marrant, je ne l'ai jamais posée, mais est-ce que du coup, dans ton parcours, il y a eu quelqu'un qui était en dessous de toi, donc un leader qui était en dessous de toi, et dont tu te souviendrais pour une pratique particulière où tu te serais inspiré d'un truc ou d'un protocole ou d'une façon de faire qu'une des personnes de tes équipes, actuelles ou passées, enfin après tu nommes qui tu peux et qui tu veux, aurait pu mettre en place? Ouais. C'est... Alors, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que, on parlait de l'apprentissage tout à l'heure et de la capacité et de la volonté surtout d'être dans l'apprentissage permanent et d'avoir cette ouverture d'esprit. Il y a toujours la théorie et la pratique dans la réalité de la vie. Et ça, c'est la théorie. Quand la pratique arrive, la première chose qui est importante à faire, c'est prendre du feedback. Mm-hmm. Et prendre du feedback, c'est pas toujours évident. Ouais. Et c'est intéressant parce que quand on parle de l'évolution d'un leader, on a plusieurs cycles dans cette évolution, et il y a un cycle qui est à peu près, tu vois, on va dire après les premières années de management où tu te rends compte que le feedback c'est fondamental et que c'est ça qui va te permettre de grandir, etc. Et puis plus tu grandis, il y a d'autres convictions qui se créent, mais le feedback, tu dis attends, j'en sais pas mal. Enfin, tu vois, j'ai mon expérience, j'ai mon truc, etc. Et puis le feedback, c'est pas forcément si évident. On sait que ça doit pas être personnel, mais quand même, on dit attends, c'est quand même mon truc à moi. Donc et j'ai vu un de mes responsables d'équipe prendre ce feedback, un feedback très dur, qui est jamais agréable à donner, mais qui était fondamental. Et je m'attendais à ce que ça se passe vraiment très très mal. Honnêtement, j'avais mis mon billet de mine en me disant là, on va aller au clash et je pense que ça va terminer. Ça n'a pas marché. Ouais. Et je l'ai vu prendre le feedback d'une manière, avec une maturité qui m'a soufflé, vraiment. Et ça m'a changé, vraiment drastiquement, ma perspective sur ce qu'on allait pouvoir faire ensemble. Ok. Ce moment où j'ai vu cette personne prendre ce feedback de manière extrêmement professionnelle et surtout très très vite l'intégrer en se disant ok, il y a des choses sur lesquelles je vais bosser et ça va changer et je vais travailler là-dessus, etc. Il y a des choses où je suis pas forcément d'accord, mais j'entends et je vais, et des actions qui ont suivi, et je me suis dit mais en fait, et c'est devenu un de mes top performers. C'était il y a 4 ans de ça, c'est devenu un de mes top performers. Il a quitté la boîte depuis malheureusement, mais il a continué son évolution et je suis hyper fier de la manière dont il a pris les choses. Et donc, on est toujours en contact. Cette pratique de réception de feedback, c'est là-dessus où tu t'es dit, ok, c'est de ça dont je peux me nourrir moi. Ouais, c'est de l'embrasser vraiment, vraiment ouvertement et complètement. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que tous les feedbacks sont justes, ça ne veut pas dire que tous les feedbacks... voilà, mais je pense que partir en se disant « Ok, je suis ouvert, je le prends ». Et ensuite, tu fais le tri des choses. Mais avoir cette attitude-là, vraiment d'une maturité, que je considère comme étant vraiment une maturité forte, de dire « Ok, j'embrasse immédiatement l'ensemble, je vais faire ensuite mon tri et je vais travailler sur le truc », mais j'avais trouvé ça très très bien. Ok.
Est-ce qu'il y a C'est des vraiment zones des du leadership au sens large que tu aurais identifiées et que tu n'aurais pas eu encore l'occasion d'explorer ou que tu aurais envie d'aller travailler ou approfondir ou je il sais y en pas, a donc je plein, par il y en contre a parce que plein. t'es encore jeune, même si ça fait longtemps qu'on se connaît. Du coup, tu as encore un peu de temps à travailler. Du coup, Ouais. il y aurait quoi Merci. dans ces zones-là? Il y en a plein enfin, je pense que j'ai gratté que la surface d'une toute petite partie du leadership. Le leadership, c'est, comme on le disait au départ, hein, c'est un sujet extrêmement vaste. On pourrait en parler des heures et des heures et des heures et des années, probablement sans arriver à en circonscrire la substance. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. L'engagement et la capacité à développer l'engagement, c'est quelque chose voilà, sur lequel je travaille beaucoup en ce moment parce que c'est des sujets importants et c'est soumis à de multiples variables. Tu as la communication, l'authenticité, l'impact positif, la question de l'agenda. Il y a énormément de choses, il y a énormément de variables qui sont prises en compte. Le développement le développement personnel, Mhm. la capacité, enfin l'implication ou plutôt la corrélation entre la possibilité d'œuvrer au développement personnel de nos équipes et l'impact que ça peut avoir sur la performance et sur la productivité. Plein de sujets. C'est quasi sans fin. Mhm. Et c'est ce que je trouve fascinant. C'est pour ça que je te disais au début, tu pars souvent avec plein de convictions et puis plus tu évolues dans le leadership et en fait plus tu te rends compte que le champ d'expérimentation est vaste. C'est Ouais, c'est presque vertigineux. Mais c'est ça qui est fascinant. Alors c'est là aussi où il faut quand même se tenir à se forger quelques convictions au fil d'une carrière sur des choses vraiment importantes qui vont être un peu ta colonne vertébrale et ta manière de considérer les choses. Tu vois, un truc que je dis souvent à mes équipes, c'est hope is never a strategy. Donc, il y a toujours avancer sur des choses en ayant un plan B, un plan C. On sait que de toute façon, ça va rarement se dérouler par rapport au plan A. Ouais, j'ai bien la formule. Je me rappelle de ta formule qui, moi, j'avais adoré, qui était There is no shortcut to hard work, qui était arrivée en janvier 2009, en pleine crise, etc. Là, Et justement, ça fait partie de ces taglines un peu que j'avais retenues. Ouais, Hope is never a strategy, j'aime bien. T'as d'autres taglines comme ça qui t'ont suivi ou qui font ta colonne vertébrale ou des grands principes comme ça ou... Ouais, j'en ai pas mal. Il y a une ce que je cite souvent à mes équipes et surtout à mes futurs leaders parce que je pense que c'est vraiment important. Tu vois, on me parlait, tu m'as posé la question d'un leader qui m'avait marqué. Je t'ai cité Patrick. Et il y a une citation pour moi qui résume en grande partie la vision de leadership. C'est une citation d'une poète américaine qui s'appelle Maya Angelou et qui dit, en fait, les gens ne se souviendront, alors c'est une mauvaise traduction de l'anglais, mais les gens ne se souviendront pas nécessairement de ce que tu as dit. Ils ne se souviendront pas nécessairement de ce que tu as fait. Mais ils se souviendront toujours des émotions qu'ils ont pu ressentir, que tu leur as fait ressentir. À ton contact. Ouais, exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est une pierre angulaire de ma manière de gérer les gens aujourd'hui. C'est vraiment une pierre angulaire. L'importance du feeling chez tes équipes, c'est quelque chose que tu dois jamais être over doute. Jamais. Ok. C'est vraiment super. important. Est-ce qu'il y a un truc dont on ne s'est pas parlé et que tu penses important d'amener après ces 40-45 minutes? Après, je te demanderai, comme à tout le monde, s'il y a quelqu'un que je peux inviter sur ce podcast et qui pourrait compléter ce que tu dis, mais est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé qui te semble primordial? Ouais, il y a un truc vraiment important aussi pour moi. C'est le fait que, chose que j'ai apprise aussi ou que j'ai développée sur ces dernières années, c'est que un leader, il doit toujours avoir un impact positif. C'est vraiment ça, c'est vraiment critique. C'est-à-dire que la posture du leader mystérieux, ombrageux, un peu inaccessible et c'est quelque chose dont il faut se défaire très très vite. Ça peut être intéressant. Ça peut être marrant au départ quand on commence et tout parce que voilà, il y a ce côté un peu. C'est rassurant. Ouais, et puis c'est probablement effectivement un peu rassurant, mais
Je pense que l'impact positif et le leadership positif goes a long, long way par rapport au reste. Les gens ont besoin, on a tous besoin d'être bien. On a tous besoin d'être bien. Et encore plus dans un environnement dans lequel on passe 60% ou 70% de notre journée. On passe un temps infini au travail, si c'est pour être mal, mais autant faire autre chose, quoi. Donc, tu as envie d'être dans un environnement inspirant, tu as envie d'être dans un environnement positif, t'as envie... et le positif, c'est pas être béat positivement de plein de choses, c'est d'être optimiste. Et l'optimisme, je te parle de ça à toi qui es entrepreneur, tu le sais mieux que quiconque, mais je crois que c'est la fondatrice de Flickr qui avait dit ça et j'avais trouvé ça génial. Elle a parlé d'entrepreneuriat, mais je trouve que ça s'adapte très bien au leadership. Elle avait dit l'optimisme, ça fait partie de la job description. Et je trouve que pour un leader, c'est ça. Si t'es pas optimiste, si tu ne vois pas le bon côté des choses, si t'es pas constamment dans la recherche de l'opportunité, mais va faire autre chose, quoi. Et le cramer, c'est très bien aussi. Okay. Parfois moins rentable, mais ça peut le devenir si c'est ta passion, effectivement. Ok, merci beaucoup. Est-ce que donc moi ce que je retiens, c'est intéressant, c'est un épisode que je fais avec un format un peu différent où on est resté sur des points plus high level. Je suis content parce que du coup ça correspond bien à la nature de la discussion que je pensais avoir. Je retiens qu'effectivement il y a quelque chose de l'ordre de plus tu as progressé, plus tu t'es rendu compte que tu n'en savais pas beaucoup, et donc ça t'a obligé d'une certaine façon à te forger ce que tu disais, cette espèce de pilier. Et donc, c'est intéressant parce que dans nos métiers d'accompagnement, les gens ont l'impression que plus ils font des formations, des trucs, etc., plus les choses vont converger. Alors qu'en fait, non, ça leur donne juste des outils pour décider plus efficacement en face d'une masse qui diverge. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Vas-y. C'est exactement ça. Et je pense que s'il y a un secret, alors il y en a pas, mais je veux dire, s'il y en a un, c'est de jamais oublier qu'on travaille avec l'être humain. Et la bonne nouvelle de ça, c'est qu'on est tous des êtres humains. Donc, quand tu te poses la question de savoir ce que ça veut dire pour les autres et comment ça fonctionne pour les autres, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, commence par poser la question de savoir ce que ça veut dire pour toi et comment ça fonctionne pour toi. Et tu as déjà fait une bonne partie du chemin. Merci pour ce petit mot de la fin. À qui il faut que j'invite pour continuer cette discussion avec quelqu'un de sympa qui n'est pas de ta boîte, mais qui pourrait venir compléter ce que tu me racontes là avec un angle différent. T'as un nom à me donner? Ouais, j'ai plein de noms à donner. Francophone, hein. Ouais, idéalement, ouais. Francophone, je te conseillerais quelqu'un qui s'appelle Christophe Bourrier, qui bosse dans le groupe Richemont, qui est un ami que je connais depuis l'Asie, en fait. On s'est rencontrés à Singapour. Ok. Il a travaillé longtemps en Asie. Il est resté, autant que moi, je crois, une dizaine d'années, 12 ans. Et il a un parcours assez différent, mais c'est quelqu'un avec des valeurs et une authenticité qui sont vraiment des choses qui m'ont marqué. Et je pense qu'en termes de leadership, il y a énormément de bonnes choses à apprendre de ces deux éléments-là. Ouais, super. Alors, l'invitation est lancée. On va contacter Christophe Bourrier et on va essayer d'enregistrer ça là-dessus. Écoute, Serge, c'était hyper sympa. Déjà, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. La dernière fois, c'était à Singapour. J'étais venu te rendre visite pendant les vacances. Je me rappelle avoir mangé un curry incroyable chez Jim Thompson, de mémoire. Absolument, le restaurant taille. C'était hyper sympa. Ouais. C'était super sympa. J'ai pas été déçu, tu vois. Je me disais, j'espère qu'il y en a d'autres taglines et Hope is never a strategy, c'est celle que je garde. Je vais mettre un copyright et je vais l'utiliser moi aussi dans mon quotidien. Écoute, je te remercie vraiment parce que c'était super sympa. Bon courage pour tout ça parce que tu as des équipes qui grandissent, tout ça, et c'est génial. Et puis, si tu passes par le Luxembourg, viens nous faire un petit coucou. On trouvera quelques endroits qui nous rappelleront de bons souvenirs. Eh bien, écoute, ce sera avec grand plaisir. Un grand merci pour ce podcast et pour l'opportunité de discuter avec toi, Romain. C'est toujours génial. On fait ça une autre fois en vrai autour d'un verre. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!